Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité du grand journal Midi 1 Morning. La situation à l'est de la République démocratique du Congo continue de prendre des proportions alarmantes. Les combattants du M23 opposés au régime de Kinshasa sont parvenus à pénétrer dans Goma. Ils contrôlent l'aéroport et occupent désormais la quasi-totalité du centre de la ville. Le siège du gouvernement provincial a été pris. Des combats ont fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés selon un dernier bilan des hôpitaux. Pour faire le point sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes en direct avec M. Cherkaoui Loudani, expert en relations internationales et en géostratégie. Bonjour M. Cherkaoui Loudani et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors les combats intenses ont gagné la ville de Goma 12 ans après le premier assaut de novembre 2012. Pourquoi les combattants du M23 s'en prennent-ils à nouveau à l'est de la République démocratique du Congo et que veut réellement le M23 ? Écoutez, d'abord, il faut le dire, la crise congolaise plonge ses racines dans l'histoire coloniale entre 1908 et 1960, qui a été marquée par plusieurs divisions, des fragmentations entre le nord, entre l'est, et aussi, il faut dire qu'aussi que même l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961 a joué aussi un rôle dans aujourd'hui, il a marqué aussi l'image de la RDC. Goma, il faut le dire, Goma, c'est l'épicentre du conflit du M23, c'est la capitale du nord de Kivu, c'est une ville stratégique frontalière du Rwanda. Depuis 2022, le M23, soutenu par Kigali selon l'ONU, selon les rapports des Nations Unies d'ailleurs, a repris le contrôle des territoires clés comme Rutshuru, menaçant d'encercler la ville. En février 2023, il faut le dire, il y avait des bombardements qui ont frappé des camps déplacés près de Goma, faisant des centaines de victimes. En fait, il faut dire aujourd'hui que la situation, c'est que pour des raisons un petit peu stratégiques, parce qu'il faut dire que la RDC aussi, la RDC, il est doté de 70% de réserves mondiales du coltan et du cobalt. Et la plupart de ces réserves-là, on les trouve dans cette région de Kivu Nord, Kivu Sud. Et quand vous parlez de Goma, Goma, c'est l'épicentre. C'est une localité stratégique. Avoir la mainmise sur Goma, c'est-à-dire vous allez avoir la mainmise sur plusieurs axes stratégiques. Et de fait, aujourd'hui, il faut le dire que cette région de Kivu Nord, Kivu Sud sont des régions qui sont très riches. Aussi, il y a des implications. Quand vous parlez de la région de Kivu Nord, vous parlez des pays qui sont frontaliers. Vous parlez du Rwanda, vous parlez de Burundi et vous parlez même de l'Ouganda. Donc, et de fait, aujourd'hui, c'est pourquoi, depuis très longtemps, on voit que les Nations Unies, ils ont mis en place donc une mission qui s'appelle le MU. Monsieur Loudani, la République démocratique du Congo a accusé le Rwanda de lui avoir, je cite, déclaré la guerre. Quel est le rôle du Rwanda et pourquoi le M23 attise-t-il les tensions entre Kinshasa et Kigali ? Effectivement, parce qu'il y a des intérêts stratégiques lorsque vous parlez par exemple des pays impliqués dans cette crise. Bien évidemment, il y a le Rwanda, comme je viens de vous dire, parce qu'il y a, selon les rapports des Nations Unies, d'ailleurs le rapport entre 2022 et 2023, il y avait un soutien logistique et militaire. Et dans ces rapports, on lit que le Rwanda, il a envoyé des troupes et des drones au M23. Pourquoi? C'est pour sécuriser une zone tampon contre les FDLR. Les FDLR sont aussi des mouvements qui sont anti-rwandais, qui se trouvent dans cette région, et aussi pour contrôler les minerais et affaiblir le Kinshasa. Quand vous parlez de l'Ouganda, l'Ouganda, d'après les rapports aussi, il joue un double jeu. Il est un partenaire de la RDC contre l'AEDF, mais accusé de laisser transiter des armes vers le M23 via son territoire. Donc, de fait, l'équation est un petit peu très difficile. Lorsque vous parlez de l'ADF, vous parlez de 3000 combattants affiliés à l'État islamique, qui sont responsables à peu près
selon les rapports des Nations Unies, de 1200 morts en 2022 dans la région de Kivu et dans la région d'Ituri. Donc, et de fait, aujourd'hui, on parle aussi de Rai Motomboki, ce sont des milices d'autodéfense contre le FDLR, c'est-à-dire l'armée congolaise du gouvernement de RDC. Mais quand on parle par exemple de ce milice d'autodéfense, on parle aussi de leurs implications dans des exactions. C'est comme le cas, par exemple, de Red Para, sont des rebelles burundais qui ciblent, par exemple, la région de Bujumbura et qui se trouvent dans le sud de Kivu, dans la RDC. Et de fait, aujourd'hui, on parle d'une matrice. Il y a des enjeux sécuritaires pour le Burundi, pour l'Ouganda et pour le Rwanda, et aussi pour la RDC, l'État, mais aussi on parle de terrorisme transnational. Mais c'est ça ce que je crains, c'est que la transformation de l'ADF, donc qui sont, comme je viens de vous dire, que à peu près 3000 combattants affiliés à l'État de Daesh, peuvent avoir une autre façon de concevoir les choses dans cette région. Une rencontre est prévue ce mercredi entre le président congolais Félix Tshisekedi et Rwandais Paul Kagame, convoqué par le Kenya. Une rencontre qui doit tenter de dénouer cette nouvelle crise. Que peut-on attendre de cette rencontre ? Moi, je pense que depuis très longtemps, on parle de ces rencontres, on parle des bons offices de plusieurs États. Et le Kenya, c'est pas la première fois. On a parlé même de Museveni, du président ougandais, avec donc il a essayé un petit peu de mettre en place une intermédiation entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame du Rwanda. Mais malheureusement, n'a pas réussi ce genre de. Parce que le problème, laisse-moi de vous dire une chose qui est très importante. Le problème en RDC, c'est un problème structurel, surtout dans la région de la RDC, c'est un pays qui est très riche en matériaux critiques et en matériaux stratégiques. Moi, je pense qu'il faut adopter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que la résolution 2663 en 2022, c'est une résolution qui est très importante. Il faut renouveler de l'embargo sur les armes, par exemple, en RDC, et les sanctions contre les dirigeants du M23. Il y a une liste noire où il y a 14 individus, 5 entités sanctionnées pour trafic de minerais dont des Rwandais. Je pense dans cette résolution 2663, il faut appliquer l'ensemble des choses. Il y a aussi le mandat de la MONUSCO. Je pense la résolution 2717 en 2023 qui parle de réduction d'effectifs et retrait progressif d'ici 2025. Je pense, et ça, il faut revoir cette résolution qui contribue à l'enlisement de la situation. Moi, il me semble aujourd'hui, il faut renforcer donc l'effectif de la MONUSCO pour essayer de limiter donc les choses. Mais n'oublions pas aussi que l'enchevêtrement des intérêts géostratégiques des États puissants, il joue un rôle très important parce que lorsque vous parlez des résolutions, on parle des limites des résolutions. Il y avait des vétos et des divisions. La Chine et la Russie, ils ont bloqué à chaque fois les condamnations directes contre le Rwanda. Aussi, il faut le dire que même le Conseil de sécurité des Nations Unies, il avait une application très faible parce que jusqu'à maintenant, les trafics de minerais se poursuivent via le Rwanda et l'Ouganda et même le Burundi. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il y a une passivité calculée de la part de la communauté internationale. Les États-Unis, donc, bien sûr, ils sanctionnent quelques officiels rwandais, mais évitent une rupture avec Kigali, qui reste pour Washington un allié clé dans cette région, dans l'Afrique. Je pense que la Chine, quant à elle, reste neutre pour préserver ses intérêts de minerais. Mais il faut dire que maintenant, la présence de plus de 100 mouvements armés dans cette région de Kivu Nord et Kivu Sud et même la région de Katanga, donc ça peut vraiment, c'est un cocktail, un mélange explosif qui, j'imagine, vous êtes en train de maintenant de mettre, oui. Monsieur Charkaoui El-Oudani, malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales et en géostratégie.